19h, bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Sans plus tarder, direction l'Ukraine, 22e jour depuis le lancement des opérations russes dans le pays. 3 semaines de combat, 3 semaines que l'armée russe tente d'avancer vers Kiev et que l'armée ukrainienne essaie de repousser. Le conflit qui oppose les deux voisins ne connaît toujours pas d'épilogue. Sur le terrain, la situation est toujours aussi explosive. À presque un mois de combat, des millions de personnes ont quitté l'Ukraine et des milliers de morts des deux côtés. Retour sur les événements des dernières 24 heures avec Mohamed Amin Aberkan. Cela fait 3 semaines que le conflit perdure en Ukraine. Il est en phase de boucler son premier mois. L'opération russe menée sur le terrain en direction de Kiev n'a toujours pas été achevée. Même si Vladimir Poutine, le président russe, affirme que la feuille de route établie d'avant-opération a été respectée et que ses troupes sont dans les temps. Dans leur avancée sur le terrain, les troupes russes auraient bombardé un théâtre à Mariupol tard dans la soirée d'hier selon le gouvernement ukrainien. Un théâtre qui, selon ce dernier, servait d'abri pour les réfugiés. Même si les troupes russes ont pu atteindre le nord, le sud et l'est du pays tout en prenant leurs quartiers, ils butent toujours sur les grandes villes, notamment Kiev, la capitale, mais aussi Kharkiv, Mariupol ou encore Mykolaiv. Un conflit qui a provoqué un exode massif d'Ukrainiens direction les pays voisins. L'Allemagne, qui a accueilli par le passé des milliers de réfugiés syriens, a tenu à accueillir cette fois des réfugiés venus de différentes villes d'Ukraine. Le président allemand leur a rendu visite hier soir à la gare centrale de Berlin. Il espère pouvoir répondre à la demande des enfants qui souhaitent retrouver le chemin de l'école. Les enfants souhaitent retourner à l'école aussi vite que possible et se faire de nouveaux amis. Et j'espère que nous pourrons répondre aux attentes de ces enfants dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En France, où les Ukrainiens ont aussi élu domicile, leurs chiffres, selon les autorités locales, auraient atteint les 18 000 personnes. Nous avons passé ce matin, d'après nos chiffres, la barre des 18 000 personnes arrivées d'Ukraine en France. À la demande du président de la République, nous nous organisons, nous nous coordonnons pour faire en sorte d'être en mesure d'accueillir ces personnes qui arrivent d'Ukraine dans les meilleures conditions. Des milliers de réfugiés ukrainiens se sont rendus aussi en Suède après avoir fui vers la Pologne. Nombre d'entre eux ont pris le ferry quotidien vers la Suède, arrivant à Nynäshamn, au sud de Stockholm. Quand nous étions à la gare de Kharkov, en cours de route, il y a eu des explosions, mais c'était loin de nous. Et heureusement, nous n'avons pas été touchés. Cela fait 21 jours que l'opération russe en Ukraine bat son plein. Les troupes russes avancent direction Kiev. Les Ukrainiens montrent de la résistance. En 3 semaines, des millions de personnes ont quitté l'Ukraine et des milliers de morts des deux côtés. Et malgré la détermination affichée par les deux camps, des pourparlers se poursuivent en parallèle par visioconférence et au niveau des délégations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme que la délégation russe faisait de grands efforts, prête à travailler jour et nuit et accuser les Ukrainiens de ne pas montrer le même zèle. La veille, il avait indiqué que les partis discutaient d'un compromis qui ferait de l'Ukraine un pays neutre sur le modèle de la Suède et de l'Autriche. Le négociateur en chef ukrainien Mikhailo Podolyak avait cependant rejeté l'idée d'un tel modèle. Le modèle ne peut être qu'ukrainien avec des garanties de sécurité absolue. De son côté, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a accusé Moscou de faire semblant de négocier tout en continuant à faire parler les armes. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les priorités des négociations sont la fin de la guerre. Je vous propose de l'écouter. C'est dans ce discours au Congrès que je me suis adressé à la fois aux États-Unis et à tous les pays responsables pour créer une nouvelle alliance qui fera en sorte que chaque agresseur reçoive une réponse coordonnée du monde entier, rapide et efficace, immédiate, pas dans la semaine, les mois, les années, mais dans les premières 24 heures après l'attaque. Des négociations sont en cours, des négociations pour le bien de l'Ukraine. Mes priorités dans les négociations sont absolument claires. La fin de la guerre
guerre, des garanties de sécurité, la souveraineté, la restauration de l'intégrité territoriale. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reçu à Moscou son homologue émirati Abdullah Ben Zayed Al Nahyan. Les entretiens ont porté sur la situation humanitaire en Ukraine et l'évacuation des civils, faisant allusion à la position équilibrée des Émirats face à la crise en Ukraine. Les entretiens ont également porté sur la situation en Syrie, mais aussi sur la sécurité énergétique et climatique. Et la Russie a demandé mercredi un nouveau report d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur son projet de résolution humanitaire sur l'Ukraine, attendu désormais vendredi. Certains diplomates jugeant que le texte pourrait finalement être abandonné faute de soutien suffisant des plus proches alliés de Moscou. Et l'OTAN annonce un sommet extraordinaire à Bruxelles la semaine prochaine en présence du président américain Joe Biden depuis le début de l'opération russe. Souad Ben Batouche. Le terrain de la guerre des nerfs reste privilégié pour l'Alliance Atlantique. Forte de ses 30 membres, l'OTAN, depuis des mois, multiplie les accusations à l'encontre de Moscou et ne cesse d'organiser réunion sur une autre, tout en affichant un fort sentiment d'insécurité face à la Russie. Une vitrine justifiée puisque l'organisation a été créée en 1949 dans l'objectif de contrer la menace de l'expansion russe en Europe après la Seconde Guerre mondiale. La Russie ayant pourtant largement contribué à vaincre le nazisme auprès des Alliés. Cette même alliance est aussi pour Moscou une véritable menace suite à son élargissement en Europe de l'Est ces 20 dernières années, un élargissement en dépit d'un engagement dans ce sens au lendemain de la chute de l'URSS, comme ne cesse de le marteler le Kremlin. L'Ukraine reste, semble-t-il, le dernier rempart entre la présence de l'OTAN en Europe de l'Est et la Russie. L'Alliance a vraisemblablement promis à Kiev une adhésion en son sein, sachant pertinemment l'hostilité du régime actuel à l'encontre de Moscou. Cette adhésion n'aura pas lieu de sitôt face à la volte-face de l'organisation après l'offensive russe en Ukraine. L'OTAN face à la Russie, chacun est dans son rôle, sauf qu'il est à noter que leurs relations sont au plus bas depuis 30 ans. Et lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg salue le courage politique et la détermination du chancelier pour son engagement à investir plus de 2% du PIB allemand dans la défense à partir de cette année, déclarant que l'Allemagne montre la voie en matière de dépenses de défense. Hier, les ministres de la Défense ont commencé à réfléchir à ce que nous devons faire pour renforcer notre défense et notre dissuasion à plus long terme. Cela nécessitera des augmentations importantes des investissements dans la défense et l'Allemagne montre la voie. Permettez-moi, je vous félicite pour votre courage, votre politique et votre détermination et votre engagement à investir plus de 2% du PIB dans la défense dès cette année. Et la Chine a désigné les États-Unis et l'OTAN comme les responsables de la guerre en cours en Ukraine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié de déraisonnable la révocation par les États-Unis de la licence de télécommunication de la société d'État chinoise Pacific Networks et a démenti les accusations d'espionnage des militants pro-démocratie aux États-Unis. Nous espérons que les États-Unis et l'OTAN, en tant que responsables de la crise, pourront réfléchir à leur rôle dans la crise ukrainienne, assumer les responsabilités qui leur incombent et prendre des mesures pratiques pour améliorer la situation et résoudre le problème afin d'apporter une solution rapide au conflit en Ukraine. La position de la Chine est claire et nette, objective et juste, mais les positions des États-Unis et de l'OTAN, y compris celles de certains médias, sont évidemment hypocrites. Au niveau des stations d'essence européennes, les prix du carburant s'envolent depuis plusieurs jours. En France, le gouvernement financera une remise de 15 centimes par litre. Mohamed Ouali Ben Chaben. Plus qu'une simple guerre, le conflit en Ukraine pourrait signer l'acte.
Les prix à la pompe à essence battent des records actuellement en Europe. En France, la situation est devenue compliquée pour les routiers. L'essence et le diesel dépassent la barre symbolique de 2 € le litre. Face à l'envolée des prix du carburant, le gouvernement français financera une remise de 15 centimes par litre valable sur tous les carburants. Cette mesure coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, entrera en application le 1er avril au prochain, pour une durée de 4 mois. Le gouvernement s'engage à ce que la remise carburant de 15 centimes par litre n'affecte pas le niveau des indexations gasoil durant 4 mois. Dit autrement, les 15 centimes doivent effectivement bénéficier aux entreprises de transport. Cela représente une aide financière de près de 1 500 € sur le plein d'un camion sur 4 mois. Certains pays ne connaissent pas vraiment ce problème. Au Venezuela, le prix du litre d'essence est le plus bas dans le monde. Les automobilistes vénézuéliens payent en moyenne 0,025 € pour un litre, un prix quasiment 100 fois moins élevé qu'en France. En Libye et en Iran, l'essence coûte 0,03 € et 0,051 € le litre. Hong Kong détient le record du prix moyen le plus élevé au monde. Le litre de samplon flirte avec les 3 €. En Norvège, l'essence revient le plus cher en Europe avec 2,693 € le litre. Et cet accord qui serait en passe d'être signé par Riyad et Pékin, permettant d'échanger du pétrole avec le yuan, une première historique alors que la monarchie du Golfe a toujours vendu son pétrole en dollars, un changement qui pourrait créer un nouveau rapport de force entre mondiales. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Plus qu'une simple guerre, le conflit en Ukraine pourrait signer l'acte de naissance d'un nouvel ordre mondial. La Chine et l'Arabie Saoudite prévoient d'établir des contrats pétroliers libellés en devises chinoises pour ainsi s'émanciper de l'exorbitant privilège du dollar. Les sanctions économiques à l'encontre de la Russie semblent accélérer le mouvement chez les économies émergentes. Cette dynamique ne date pas d'hier, mais elle prend une dimension nouvelle avec la guerre en Ukraine qui trace une ligne de fracture entre les pays occidentaux et les pays émergents. Car même s'ils n'approuvent pas l'opération militaire russe, les pays émergents rechignent à s'aligner sur la position de l'Occident. La Chine, première économie mondiale durant plusieurs siècles, semble se positionner durablement sur le nouvel échiquier mondial naissant et ainsi reprendre sa place historique. Avec la signature d'un méga contrat gazier avec la Russie d'un côté et le rapprochement économique avec l'Arabie Saoudite d'un autre, l'empire du milieu attire regards et investissements vers l'Est. S'ajoute à cela une distension historique des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, Joe Biden ayant enclenché un refroidissement des relations entre Washington et la monarchie arabe. Pour rappel, la première visite à l'étranger du président Trump s'était faite à Riyad, alors que le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne s'est toujours pas rendu dans la monarchie arabe. Le choc frontal entre la Russie et l'Occident d'un côté, la montée en puissance économique de la Chine et la mise sur le devant de la scène des pays producteurs d'hydrocarbures pourrait offrir une marge de manœuvre sans précédent aux pays du Sud. Dans le reste de l'actualité, dans le monde, en Algérie, une commémoration solennelle du 60e anniversaire du 19 mars a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Plusieurs diplomates étaient présents pour l'occasion et une conférence sous l'intitulé « Le génie des négociateurs algériens » a d'ailleurs été organisée. Les descendants de grandes figures de la révolution algérienne ont également été mis à l'honneur. Sofiane Balouti. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a commémoré la journée de la victoire, date clé symbolisant le dénouement de la révolution et le recouvrement de l'indépendance après une lutte épique menée contre les forces coloniales. Un parterre d'invités a assisté aux différentes activités proposées à l'assistance. Le thème principal, portant sur le génie des négociateurs algériens, a été exploré par différents intervenants. À cet effet, il faut rappeler que la délégation algérienne qui a conduit les pourparlers marathoniens d'Évian était constituée dans l'ensemble de jeunes militants révolutionnaires qui, après avoir croisé le fer avec l'armée d'occupation coloniale, ont mis en échec les procédés les plus sinueux et autres stratagèmes échafaudés par les négociateurs français. Le défi, c'est que la composante, parce que c'est des révolutionnaires qui ont des composantes différentes, multiples.
Mais je veux dire, ce qui les a regroupés, c'est leur volonté, leur conviction profonde qui leur a permis de dépasser leur propre personnage. Je veux dire, c'est des personnes qui, au niveau de leur premier engagement initial de la Révolution, venaient de professions différentes, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus universitaire, ayant fait ou n'ayant pas fait le cursus scolaire. Mais leur conviction les a amenés à un tel état de transcendance qu'ils ont, par l'expérience révolutionnaire, acquis une vision complètement extraordinaire. Les âpres négociations ont été le dénouement du processus de libération, caractérisé fortement par une forme non conventionnelle. Le génie du GPRA et des autres structures de la Révolution consiste peut-être au fait d'avoir imposé à la puissance coloniale non seulement une reconnaissance formelle de belligérance sous médiation internationale, suisse en l'occurrence, mais surtout d'avoir su atteindre les objectifs tracés par le mouvement national fixés depuis la déclaration du 1er novembre, voire aux premières heures de l'ENA et du CMA, à savoir le recouvrement de l'indépendance nationale, la garantie de l'intégrité territoriale et de l'unité populaire, condition non négociable de l'édification de l'État algérien souverain des côtes méditerranéennes aux confins sahariens. Enfin, un hommage a été rendu aux descendants de 2 des membres de la délégation algérienne à Évian, à savoir Setayeb Bolharouf, grand militant du mouvement national et pionnier de la diplomatie algérienne, ainsi qu'Ahmed Gaïd, connu sous le nom du commandant Slimane, illustre Moudjahed, dont le fils a été honoré. Ce haut fonctionnaire algérien nous rappelle l'attachement aux principes historiques que notre pays incarne et que ses institutions continuent à défendre. Je dirais tout simplement que nos jeunes doivent s'imprégner de tous les sacrifices qui ont été faits par leurs aînés, par nos aïeux d'abord, à partir de 1830, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Ils ne doivent pas perdre espoir. Il y a des moments difficiles et tout le monde doit le reconnaître, mais nous pouvons surmonter tout cela grâce à la bonne connaissance de notre histoire, dans laquelle nous pouvons puiser les éléments de non seulement de notre résistance, je dirais même de notre résurrection. La commémoration de la victoire historique du peuple algérien a été l'occasion de rappeler que la diplomatie algérienne a été forgée dans la lutte émancipatrice contre la nuit coloniale par des jeunes militants au service d'un idéal. Le génie algérien se résume probablement à la mise en mouvement du continent berceau de l'humanité et tombeau du colonialisme et du racisme, ainsi qu'à la transformation de ce dernier en locomotive pour un autre monde meilleur parce que plus juste. Et ne manquez pas, juste avant la fin de cette édition, une interview exclusive du chef de la diplomatie algérienne, Al-Mtallah Mamra, accordée à Al24 News. Direction la Libye. L'ambroglio libyen continue à semer le trouble sur la scène politique et fait planer le fantôme de la division entre Est et Ouest du pays, alors que les médiations nationales et internationales se poursuivent, notamment en Égypte, qui en moins d'une semaine reçoit tour à tour Aguila Saleh et Fethi Bechara. Tinina Makassi. La fragilité de la transition libyenne se confirme de plus en plus en raison d'absence d'un consensus libyo-libyen. En effet, la situation demeure confuse. Les 2 premiers ministres en poste ne donnent pas signe de vouloir rapprocher les points de vue. C'est dans ce contexte que l'Égypte reçoit en moins d'une semaine non seulement Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014. Selon la presse égyptienne, cette visite officielle avait pour objectif de renforcer les liens entre les 2 pays. Fethi Bechara, quant à lui, a effectué une visite non officielle au Caire un jour seulement après le départ du patron du Parlement de Tobruk. À noter que l'Égypte reste neutre concernant cette lutte intestine pour le pouvoir. Il ne s'est pour le moment prononcé en faveur d'aucun des 2 premiers ministres. En plus de ces visites, le Caire a également reçu au courant de cette semaine l'ambassadeur des États-Unis en Libye pour encourager une médiation des 2 pays. Il semble que le Caire ne soit pas le seul à jouer la carte de la prudence dans cette partie de poker libyenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni hier a affirmé qu'il faut traiter le dossier avec des pincettes. Au Mali, les autorités de transition maliennes ont ordonné la suspension de la diffusion de RFI et France 24 en raison, selon elles, de fausses allégations d'exactions
commises par l'armée malienne est rapportée par les deux médias français. Le gouvernement de transition malien rejette catégoriquement ces allégations contre les vaillantes FAMA, précise le communiqué du colonel Maïga, qui interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24. Et les discussions entre les groupes politico-militaires et le gouvernement de transition tchadien qui devaient reprendre mercredi à Doha, au Qatar, ont de nouveau été reportées de 48 heures, les participants n'ayant pas encore pu s'accorder sur les divergences. Selon leurs représentants, les négociations entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires tchadiens se sont ouvertes dimanche 13 mars et ont aussitôt été suspendues pour 3 jours. Au moins 21 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées mercredi dans une attaque terroriste contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso. 7 passagers rescapés du bus, dont 4 femmes et 3 hommes, ont été retrouvés vivants. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU a indiqué mercredi que la santé de millions de personnes est menacée dans la région éthiopienne du Tigré. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, il n'y a aucun endroit au monde où la santé de millions de personnes soit plus menacée qu'au Tigré. Les 3/4 des établissements de santé évalués par l'OMS ont été endommagés ou détruits. L'OMS estime que 2200 tonnes de fournitures sanitaires d'urgence sont nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires urgents dans le Tigré. Retour en Europe pour parler santé. Une thérapie par anticorps développée par AstraZeneca a obtenu l'autorisation réglementaire au Royaume-Uni pour prévenir le Covid-19 chez les patients dont les défenses immunitaires sont faibles. Dans un contexte d'apparition de nouveaux variants, cette approbation tourne une nouvelle page de l'histoire de la pandémie. Iman Merat. Le régulateur britannique des médicaments a approuvé un nouveau traitement du laboratoire AstraZeneca contre le Covid-19. Un traitement à base d'anticorps destiné aux sujets adultes à faible défense immunitaire. Une approbation marquant une étape majeure dans la lutte contre la pandémie, au milieu d'une perpétuelle apparition de nouveaux variants. L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a déclaré ce jeudi 17 mars que la décision d'approuver ce traitement par l'organe consultatif scientifique indépendant du gouvernement est venue suite aux résultats positifs de plusieurs tests. La recrudescence mondiale des cas du Covid-19 pourrait engendrer d'autres difficultés à faire face à cette pandémie. L'Organisation mondiale de la santé a appelé cette semaine les nations à maintenir la vigilance. La fusion d'anticorps du fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca de marque Evusheld consiste à réduire le risque de développer un Covid-19 symptomatique de 77%, selon des tests, avec une couverture d'au minimum 6 mois après une dose unique, a déclaré la Hamashara. Pour rappel, ce traitement a déjà été autorisé aux États-Unis pour prévenir les infections du Covid-19 chez les personnes à faible système immunitaire ou qui ont des antécédents d'effets secondaires graves des vaccins contre le coronavirus. La Hamashara a déclaré que le traitement administré sous forme d'injection intramusculaire ne devrait pas être administré aux personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid ou qui ont été récemment en contact d'un cas Covid-19. Cependant, le régulateur a signalé qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour évaluer pleinement l'efficacité d'Evusheld contre le variant Omicron, ni même le temps d'action contre ce variant, ajoutant qu'il s'entretenait régulièrement avec AstraZeneca à ce sujet. 15 civils palestiniens ont été arrêtés mercredi et jeudi par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, rapportent des médias. Le mois dernier, 430 citoyens palestiniens ont été arrêtés, principalement à Al-Quds occupé, suivi d'El Khalil, selon l'agence Wafa. Parmi ces 430 arrestations figurent 16 enfants.
Et un tremblement de terre a frappé le nord-est du Japon mercredi soir et a fait au moins 4 morts et plus de 100 blessés. L'alerte tsunami qui avait été annoncée dans la nuit a été finalement levée ce jeudi matin. Plus de détails avec Naila Hamouda. Le sol japonais a tremblé hier soir. Un séisme de magnitude 7,3 a secoué le nord du pays. Bilan, 4 personnes tuées et plus d'une centaine de blessés. L'alerte tsunami qui avait été annoncée dans la nuit a finalement été levée ce matin. Les éventuels dégâts matériels sont en cours d'évaluation. Le tremblement de terre a fait s'effondrer des pans de maisons, ouvert des fissures sur des autoroutes et renversé des étalages dans des magasins. C'est vraiment ironique. Il y a exactement un an, nous avons également connu un tremblement de terre de même ampleur. Je pense qu'il nous faudra environ un mois avant de redémarrer l'activité. Nous devrons déplacer tous les produits ailleurs et réparer le bâtiment. Le séisme qui s'est produit a été fortement ressenti à Tokyo et a privé d'électricité pendant plusieurs heures plus de 2 millions de foyers autour de la capitale. L'épicentre se trouvait au large de Fukushima. Des perturbations ferroviaires importantes ont été signalées. Un train à grande vitesse a notamment déraillé au nord de la ville de Fukushima, avec 78 personnes à bord. Aucune victime n'a été déplorée. De petites répliques ont été enregistrées tout au long de la nuit. Des opérations d'évacuation ont eu lieu où quelques dizaines d'habitants avaient trouvé refuge. Je viens de me rendre au centre d'évacuation et de demander des bâches bleues pour couvrir le toit de ma maison. Mais le problème est qu'à mon âge, je ne peux pas monter sur le toit pour le couvrir. Donc je les utilise pour couvrir les objets importants de la maison afin qu'ils ne soient pas mouillés lorsqu'il pleut. Il y a 11 ans de cela, le Japon a été frappé par l'un des plus meurtriers tremblements de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Le désastre avait fait alors plus de 18 500 morts et disparus, dus essentiellement au tsunami. Plus de 165 000 personnes ont été contraintes d'évacuer leur foyer à cause des émissions radioactives d'une centrale nucléaire endommagée. Depuis ce funeste jour, les autorités japonaises imposent de strictes normes de construction pour que les bâtiments soient capables de résister à d'aussi fortes secousses. Et comme annoncé dans ce journal, un hommage a été rendu ce jeudi au génie des diplomates algériens lors des négociations des accords d'Évian, des accords arrachés le 18 mars 1962, alors que la révolution armée du peuple algérien a enregistré un franc succès après 7 années de lutte. Parmi les diplomates ayant joué un rôle clé lors des pourparlers, Mohamed Sadiq Ben Yahya, son nom a été cité et honoré par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, lors de son interview accordée exclusivement à L24 News. Nous commémorons aujourd'hui une date historique, celle du 19 mars, le recouvrement donc de l'indépendance du pays, de l'Algérie, après 7 ans de guerre sanguine. Aujourd'hui, cette date n'est pas quelconque, c'est une date historique, c'est la date que les Algériens, à travers laquelle ou grâce à laquelle ils ont pu retrouver le goût de la liberté. Quel commentaire faites-vous? C'est la fête de la victoire et c'est tout dire. La victoire, c'est le prix du sacrifice, 1,5 million d'Algériens, c'est la victoire du patriotisme, c'est la victoire de toutes celles et tous ceux qui se sont dressés, qui ont accepté de donner leur vie pour que l'Algérie puisse recouvrer sa souveraineté nationale, son indépendance, sa liberté. C'est aussi naturellement la victoire, puisque nous sommes dans cette maison, la victoire de la diplomatie algérienne. La guerre de libération nationale a réuni le combat armé, a réuni les conditions de la négociation dans une configuration favorable à la réalisation des aspirations du peuple algérien. Et la diplomatie algérienne a su tirer le plus grand avantage de ce rapport de force. Et autour de la table de négociation, les diplomates algériens, des militants engagés, des militants chevronnés, expérimentés, ont su faire prévaloir les intérêts de la révolution algérienne, du peuple algérien et de l'État algérien renaissant. C'est donc un grand hommage. Cette maison porte le nom de Mohamed Sadiq Ben Yahya, qui était l'un des négociateurs
chevronné, l'un des artisans, y compris des contacts préparatoires aux négociations d'Évian. Le chef de la délégation à Évian, Karim Belkacem, a été l'un des fondateurs du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale. Il a également été le premier ministre de la Défense du GPRA et le deuxième ministre des Affaires étrangères du GPRA. Cette symbolique défense-affaires étrangères qui a marqué, c'est cette symbolique qui a favorisé l'indépendance et qui aujourd'hui nous permet, dans cette maison, de célébrer cet attachement inébranlable des Algériens à leur indépendance nationale. Ils ont payé le prix fort pour cela et puisse leur âme reposer en paix et puisse le souvenir demeurer une source d'inspiration pour tous les serviteurs de l'Algérie indépendante que nous sommes. Oui, alors on parle du génie des négociateurs algériens et Dieu sait que c'est du génie puisque de toute façon on atteste de cela toute la diplomatie internationale qui les a reconnus et a reconnu leur génie aujourd'hui. Si vous deviez qualifier en un mot ce 19 mars, par quoi le définiriez-vous, Monsieur le Ministre? C'est la victoire. Et la victoire, c'est tout dire. La victoire justifie les sacrifices, la victoire récompense le génie. La victoire était méritée parce que les Algériens l'ont voulu et ont accepté de payer le prix fort pour cette victoire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je sais que votre temps est précieux, donc on va vous laisser. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, donc algérien, Ramtan Lamamra, qui effectuera une visite officielle en Chine du 18 au 21 mars, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie algérienne se rendra à Pékin à l'invitation de son homologue Wang Yi. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Hamzian Zitouni. Excellente soirée à tous. Restez fidèles à Al 24 News.